Bonjour à tous et bienvenue sur Fabligne, la chaîne des masterantes en création littéraire de l'Université de Limoges. Aujourd'hui, les M2 vous proposent d'écouter une discussion menée le 21 novembre 2022 à l'occasion d'une rencontre avec l'autrice québécoise Audrey Villemy dans laquelle création de l'imaginaire, statut de l'autrice et processus d'écriture sont traités. Bonne écoute! C'est une des choses que j'aime beaucoup, mais qui est très compliquée. Euh, la raison pour laquelle je choisis des noms qui sont originaux ou que je change le genre normalement attribué au nom, c'est que justement, je veux tellement que ce soit pas connoté à un lieu puis à une époque spécifique que je travaille beaucoup avec les sonorités, beaucoup avec les déformations légères de certains mots. Au lieu de Léo, aller avec Lélio, par exemple. Essayer d'aller juste transformer un petit peu les noms. Même chose pour les noms de lieux, pour qu'on soit dans mon espace, dans un univers qui est vraiment à côté du réel. Pour le faire, ça dépend. Il y a des noms qui s'imposent parfois. Ça arrive qu'il n'y en ait pas. Puis même, bon, j'ai un cahier en fait depuis 10 ans où quand j'entends des noms ou qu'il y a des noms qui me viennent en tête qui me semblent intéressants, je les écris dans ce cahier-là. Donc des fois, je feuillette le cahier puis j'en choisis. Honnêtement, j'ai épuisé une grande partie de mes noms dans les religieuses. J'ai pris beaucoup de ces noms-là pour essayer de me faire un couvent avec différentes origines, différentes sonorités. Donc ça a compliqué un peu mon cahier et moins utile qu'il ne l'était. Mais, euh, mais par exemple, avec la plumeuse que je suis en train d'écrire, bon, c'est un personnage qui est un peu particulier parce que elle est aussi prostituée donc dans le village. Elle s'occupe de plumer les oies. Elle est prostituée en parallèle. Puis, j'étais incapable de lui trouver un nom. Mais vraiment, vraiment, j'ai essayé pendant quasiment un an de temps d'y trouver un nom. Jusqu'à temps que je me dise, ben, c'est assez intéressant qu'elle en ait pas, en fait. Puis qu'elle prenne le nom, que chacun lui donne le nom qu'il veut, parce que ça traduit assez bien sa souplesse à correspondre aux désirs de chacun et le fait que aussi, c'est un personnage qu'on ne sait pas est qui, en fait. On voit très bien, c'est un personnage qui agit comme révélateur des autres, mais qui est peu. On n'a pas accès tant que ça à ce qu'elle pense. Donc, ça me semblait finalement peut-être un bon. Opportun que je lui trouve pas de nom, puis je finis par me rabattre sur le fait que elle en avait pas. Puis ça contribuait à construire, même cette absence-là contribue à construire le personnage. C'est vraiment, en fait, le mot outil est très pertinent dans le sens où j'ai pas vraiment d'affection à l'endroit de mes personnages. J'ai pas vraiment d'émotion à l'endroit de mes personnages, en fait. Je vous parlais un peu tout à l'heure de mon amoureux qui écrit aussi. Puis ces personnages-là, il les aime là, tellement fort, puis ça paraît dans sa façon de les écrire que c'est qu'il les aime. Moi, c'est pas des gens, c'est des vecteurs de parole, des outils d'écriture, de transmission, mais c'est pas quelqu'un. C'est pas le seul personnage qui est vraiment quelqu'un dont on parlait tantôt, c'est Sœur Blanche qui est vraiment inspirée de ma grand-mère. Mais c'est la seule c'est le seul personnage que j'ai écrit dans toute ma vie qui est inspiré de quelqu'un réellement, puis il occupe peut-être 5 pages dans le livre. Donc, les personnages en général, puis là on n'en a pas parlé beaucoup, mais un des personnages très importants de mon imaginaire, c'est une femme qui s'appelle Noé, qui vit énormément de violence, en fait, vraiment beaucoup, qui est éminemment indifférente, réellement. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est pas ça qui l'occupe. Mais tu sais, Noé, c'est pas quelqu'un. C'est pas une. Tu sais, parce qu'après ça, les gens sont comme moi, mais la pauvre. Mais je suis comme. Ça n'a pas rapport, la pauvre. C'est personne, là. C'est pas une personne, c'est un texte. Donc, il y a. Pour moi, ces personnages-là sont des façons d'aller parler au lecteur de lui-même, mais ça parle pas des personnages eux-mêmes spécifiquement. Ouais, c'est ça. Je suis en train de créer, par exemple, en ce moment, à travers mon roman sur la plumeuse, euh, toute une série de différents portraits d'hommes et de femmes qui sont en relation avec cette femme-là. Mais c'est toutes sortes de façons
de vivre la masculinité que je mets en place et de vivre la féminité et de vivre aussi la transidentité, en fait. Donc, il y a vraiment les trois pôles. Puis, c'est un texte qui porte beaucoup sur parce que c'est une figure qui est très ancrée dans la sexualité, ça porte beaucoup sur toutes les façons dont on peut vivre la sexualité. C'est un personnage qui est bisexuel, qui accueille tout le monde, qui prend les gens comme ils arrivent, puis qui sert d'initiatrice à beaucoup de ces personnages-là. Mais à travers cette galerie de personnages-là, je suis pas en train de dire « Ah, oh, voyez telle personne, comment on l'aime, voyez telle personne... » C'est voyez différents profils de sexualité, de mode, de sexualité, de conjugalité aussi, vous voyez différents types de manières d'être en relation avec les autres, mais c'est pas, dans ma tête, c'est pas des gens, c'est vraiment des propos et des sensations. Puis je les vois pas non plus. Ça, c'est une chose qui est vraiment très fascinante. Les gens disent comme à quoi ils ressemblent, je sais pas. Je vais voir le personnage de la plumeuse est aussi inspiré par Peau d'Homme, donc les robes sont super importantes. Je vais voir les robes dans ma tête, mais je vais pas voir elle qui porte les robes. Je vais voir les robes. Mais elle a pas vraiment de corps. Elle a pas vraiment de... C'est ça. Vous avez fait des grimaces de Peau d'Homme. Non, c'est parce qu'on l'a regardé il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Les robes sont un peu démodées, mais sont magnifiques. Les manches sont quelque chose d'absolument spectaculaire. En fait, globalement, j'écris à l'ordinateur. Pour le livre d'artiste, ça faisait plus partie de la démarche de création du livre que j'étais pas en mode création, j'étais en train de recopier des noms, donc c'était pas le même processus. Je travaille globalement à l'ordinateur. Mais quand j'arrive à des moments où ça marche moins, des fois, je vais prendre ce que j'ai écrit à l'ordinateur, je vais le retranscrire à la machine à écrire, parce que le rythme est vraiment beaucoup plus lent. Et ça me permet de réfléchir un peu plus à ce que je suis en train de faire. Puis, par exemple, dans les derniers jours, je suis ici, puis là, je transporte juste mes poches avec moi. Puis là, j'ai un cahier qui rentre dans mes poches. Puis, tu sais, là, j'écris un petit peu, parce que je suis en train de le finir. Fait que là, j'ai toujours des idées qui me viennent. J'écris un peu, puis je reprends ce qui est là le soir ou à une période d'écriture. Puis là, je vais c'est vraiment plus un point de départ. Je vais pas écrire un roman comme ça. Je vais avoir des phrases, des images, des idées qui me sont venues en tête, puis je vais repartir de ça pour poursuivre l'écriture. C'est un peu frustrant écrire à la machine à écrire, honnêtement. C'est difficile. Déjà, ça fait mal aux doigts, puis ça donne pas des résultats qui me semblent très clairs. C'est vraiment... Tu sais, il y a comme une esthétisation, l'objet est beau, mais côté fonctionnalité, c'est pas fonctionnel. Et donc, c'est vraiment plus le ralentissement du temps que la machine à écrire elle-même qui sont à l'origine de ça. La machine à écrire, puis en fait, ma maison au complet, c'est une maison un peu particulière. C'est un peu le rapport au non-temps qui m'intéresse. C'est le fait que ce sont des superpositions d'époques qui n'ont pas rapport ensemble. Je vais avoir la machine à écrire, une encyclopédie illustrée, puis Antidote, un logiciel de révision, tous côte à côte. Puis pour moi, c'est de toutes ces choses-là que naît vraiment la création. Ben, c'est un objet un peu particulier parce qu'il retrace, dans le fond, les féminicides qui ont eu lieu au Québec depuis la tuerie de Polytechnique, qui est un événement vraiment marquant au Québec. Puis c'est un livre d'artiste avec l'inclusion de dentelles, de taches d'encre noire. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un livre qui a été très bouleversant à créer, puis qui est quand même assez bouleversant à manipuler aussi d'un point de vue extérieur, parce que la liste des noms est démesurément longue et absurde. Donc, cette espèce d'enchaînement... Puis c'est parce que la façon dont il est fait, les pages de noms sont un peu collées aux autres images, donc on ne voit pas, en fait, l'ampleur du nombre de noms qu'il y a avant d'avoir vraiment tourné les pages. Donc, c'est un objet très particulier. C'est un objet doublement particulier parce qu'il ne compte pas... Il y a toute une enquête sur les filles et femmes autochtones assassinées au Canada qui a eu lieu dans les dernières années. Puis la liste de cette liste-là, qui
qui a été tenu depuis Polytechnique ne compte pas le nom des femmes des Premières Nations. Donc, il manque quasiment la moitié des noms dans le livre. Donc, ça va être accompagné d'un autre projet aussi que je suis en train de faire, mais en relation avec les communautés de ma région, autour du fait qu'on n'a pas les noms de ces femmes-là. Donc, mais ces 2 livres-là, quand ils vont être terminés, l'objectif, c'est de les exposer, mais dans une perspective plus d'exposition en art visuel que littéraire. Oui, oui. C'est intéressant parce que la personne qui me forme en livre d'artiste me disait tu pourrais en faire une quinzaine d'exemplaires, puis tout ça. Puis j'essayais d'y expliquer, mais non, je ne peux vraiment pas faire ça, c'est vraiment pas possible. Puis ça passera à côté de la fonction même de l'objet. Puis finalement, mon amoureux a fait pendant que je le fabriquais, lui a fait un genre de documentaire qui dure 11 minutes, où il me posait des questions, puis on voyait vraiment la fabrication de l'objet, puis tout ça. Puis quand mon mentor a vu ça, il a dit « Ah non, c'est vrai qu'on peut vraiment pas en faire plus qu'un exemplaire. » C'est un projet qui c'est vraiment plus en art visuel que... Puis tu sais, c'est un objet qui n'est pas un objet littéraire, il ne sert à rien d'un point de vue littéraire, c'est la liste, par ordre alphabétique de prénoms, c'est une liste de noms, là. Donc elle a vraiment plus un impact dans son accumulation, puis, mais elle fait quelque chose d'intéressant, puis elle amène à penser la littérature un peu autrement, c'est-à-dire que écrire un livre, un roman sur les féminicides n'aura jamais le même impact que de voir la liste des noms, en plus classés par prénom, donc c'est très particulier parce que, par exemple, on va avoir 40 Nicole de suite. Nicole Allard, Nicole Brosseau, Nicole... mais 40 fois. Donc, cette espèce d'enchaînement-là. Puis, tu sais, Polytechnique, c'est en 87, fait que ça fait pas non plus 70 ans qu'on accumule les noms. Donc, cette liste-là vient dire des choses que la littérature ou qu'un essai, ou ben, qu'un texte qui serait dénonciateur ou qui développerait une pensée là-dessus pourra jamais dire. Parce que là, on est devant des enchaînements de vie, des énumérations de prénoms qui sont des gens réels. Donc, leur addition vient porter... Je pense pas que ça suffit. Je pense que la fiction et l'essai viennent jouer d'autres rôles, mais ils ne pourront jamais jouer le rôle spécifique d'une liste de noms. Je pense que c'est ça, c'est pas de la littérature, mais ça permet quelque chose. L'art permet quelque chose que la littérature ne permet pas aussi. Donc, c'est 2 formes d'expression. Puis, tu sais, j'écrirai jamais de roman réaliste, j'écrirai jamais directement... Mais tu sais, je suis en train d'écrire sur un féminicide. Là, mon roman s'ouvre avec une femme qui est morte entre ses oies. Je veux dire, c'est ça le sujet, mais d'une façon qui n'a rien à voir avec écrire une liste de vraies personnes qui sont mortes de cette façon-là. Puis la machine à écrire, pour revenir à elle, remplissait un rôle très particulier parce que c'est une très vieille machine à écrire. Ben, très vieille. Elle a 120 ans, donc c'est pas les machines des années 70 ou des années 50, machine de 1910 environ, 1900. Donc, les touches, quand on les enfonce, font beaucoup de bruit. Vraiment un bruit qui est pratiquement comme des coups de fusil. Là. Donc, le fait d'avoir transposé 1200 noms à la machine à écrire en une fin de semaine, je veux dire, je rêvais du bruit, puis de la clochette, puis du bruit, puis de la clochette. Ça fait, puis quand on recrinque la machine, ça fait comme recharger une arme. C'est vraiment sensoriellement, ça a été un exercice qui était exigeant, puis qui était... Mais qui était une expérience artistique forte. Puis j'ai aussi, après ça, lu pour la vidéo, mais pour d'autres choses aussi, pour préparer l'expo, toute cette liste-là, ça dure 33 minutes de lecture de noms, où je fais juste nommer des noms comme je vous parle en ce moment, mais en continu pendant 33 minutes. Mais ça aussi, c'est des choses que physiquement, ça nous permet d'être traversés par une réalité que, autrement, bon, ça va être plus abstrait, ça va être plus conceptuel que de cette façon-là. Merci, je suis contente de pouvoir parler de ça, de mes projets en art. Oui, vraiment, définitivement. C'était vraiment de l'ordre de la performance, particulièrement ce projet-là. Mais les projets artistiques que je mène depuis
bon, pendant la COVID, je me suis formée. Depuis quelques mois, je suis plus dans un mode de création dans la perspective. Je travaille sur une exposition qui va avoir lieu à la Maison de la littérature. Donc, il y a quelque chose de plus... je suis en train de préparer quelque chose, mais c'est très... les matériaux... Déjà, les matériaux que j'utilise sont très connotés féminins. Donc, j'utilise des dentelles, je fais du feutre, c'est de la broderie, c'est des choses... Donc, mais ils portent une violence qui m'intéresse justement, cette espèce de... C'est la même chose que dans mes romans, mais autrement. C'est-à-dire que pour faire de la dentelle, c'est un exercice, c'est difficile, c'est fastidieux, c'est long, ça demande non seulement... Mais en fait, les tâches féminines demandent une endurance qu'on a peu reconnue. Et toutes les formes d'art qui ont été féminines, il y a des dentelières c'est de l'art, là, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont fait, étaient placées dans la sphère de l'artisanat. Donc, comment on fait pour les ramener puis dire, attends, là, ton artisanat, je suis en train de récolter, j'ai une collecte de dentelles d'arrière-grand-mère ou d'arrière-arrière-grand-mère des femmes de ma région qui ont hérité de ça puis qui me disent, mais là, en fait, ça a commencé par une fille ma postière, celle qui m'amène le courrier, m'a dit « Hey, je te suis sur Instagram, j'ai vu que tu travailles avec les dentelles, puis j'ai plein de dentelles de mon arrière-grand-mère qui traînent dans le fond d'un tiroir, j'aimerais ça te les donner. » C'est elle qui les a faites. J'étais comme « Ben, es-tu sûre déjà? Parce que je te connais pas, tu me connais pas, puis que c'est précieux. » Elle a dit « Ben, je vais demander à mes tantes, puis je vais leur montrer qu'est-ce que tu fais, puis si elles sont d'accord, je vais te les donner. » Elle a demandé à ses tantes, les tantes étaient d'accord, je me suis retrouvée avec ça. Puis c'est extraordinaire, c'est de la dentelle, c'est pas de la dentelle de musée, mais c'est de la dentelle que quelqu'un de concret a fait dans une maison proche de chez moi. Je veux dire, c'est beaucoup, là, faut penser, il n'y avait pas d'électricité, il faisait noir, je veux dire, les fils, ça venait de loin, il y a toutes sortes de choses dans ça qu'on voit pas, mais le matériau lui-même est extrêmement chargé. Puis là, bon, j'ai partagé ça et j'ai reçu après d'autres dentelles de d'autres personnes. Mais là, à travers ces matières-là, ce que je peux dire est encore plus fort que si j'achète des dentelles qui viennent des dentelles d'ici, souvent, ça vient souvent de France, puis qui sont faites en usine, qui sont très belles, qui sont magnifiques, qui peuvent dire des choses sur la féminité, mais elles vont pas dire la même chose que des dentelles que des madames ont faites chez elles il y a 125 ans, dans le noir, au milieu du bois. Là, il n'y avait rien chez nous là, avant. Donc, tout ce que porte la matière m'intéresse énormément, tout le temps. Le feutre, même chose. Les laines, toutes les matières organiques, les roches, les branches, les fourrures, j'ai beaucoup de crânes à la maison d'animaux qui ont été comme ramassés dans le bois, ramassés un peu partout, qui gardent les traces de l'animal, mais de la décomposition, qui gardent, tu sais, quand on les a... Il y a une perdrix que j'ai retrouvée morte dans mon entrée il y a quelques semaines, mais elle était morte, je l'ai plumée avant pour ramasser ses plumes, pour faire un projet, après ça je l'ai enterrée. Mais pour moi, ces matériaux-là, tu sais, j'ai aussi acheté des plumes sur Amazon parce que j'ai besoin de plus que les quelques plumes que j'ai ramassées avec ma perdrix. Mais pour moi, plus je vais avoir des matériaux qui sont ceux-là, puis pourtant, c'est des plumes de perdrix sur Amazon aussi. C'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Ben, pour moi, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus concret que de vous dire que mes personnages sont des personnes. Donc, pour moi, ça, c'est le réel. Puis ce que ça génère, le tactile ou les sensations que ça génère, ça, c'est très réel. Alors que les personnages que j'écris, eux, sont des porteurs de ces sensations-là plus que des gens, mettons. C'est très intéressant. En fait, pendant très, très longtemps, j'ai été dans un contexte urbain où
les éléments qui me rappelaient mon univers, c'était par le travail de l'image. En fait, ça continue d'être ça, mais il y a comme un autre vecteur qui s'est ajouté. Le travail artistique, faire du dessin, faire de la couture, euh, vraiment travailler la matière, me permet d'entrer dans cette espèce de sensorialité-là, euh, puis dans un rapport au corps, au tangible, qui est la prolongation de l'écriture. Donc, c'est sûr que, tu sais, j'utilise souvent cet exemple-là. J'ai un collègue qui a publié un livre qui s'appelle Le Plongeur, c'est Stéphane Larue, qui a été publié en même temps que Le Corps des bêtes. Puis on faisait le prix des collégiens ensemble, donc on a fait plusieurs conférences où on était ensemble. Et Le Plongeur, ça se passe dans des cuisines de restaurants. C'est un roman réaliste, extrêmement efficace. C'est un page-turner d'un gars qui fait de la vaisselle dans les restaurants. C'est vraiment particulier parce que c'est d'une banalité extraordinaire. Mais mon Dieu, c'est l'adrénaline ressentie, l'ambiance, tout ça est tellement efficace. C'est comme 500 pages là, de ça, de plonge. Puis, on parlait beaucoup de notre processus d'écriture. Puis, tu sais, lui, les restaurants qu'il met en scène, c'est les restaurants où il a travaillé. Si il a besoin d'avoir des informations, ben il va tout simplement manger une pizza au restaurant en question, il regarde, il reparle au serveur, il peut être physiquement dans l'univers qu'il écrit. Moi, je peux pas faire ça. L'univers que j'écris, il n'existe pas, puis c'est ça que je veux qu'il n'existe pas. Donc, ça implique d'y entrer de d'autres façons, dans tout. Maintenant que j'ai déménagé en campagne, dans ma vieille maison qui a 225 ans et qui est comme un non-temps elle-même et un non-lieu parce qu'elle est entourée de champs avec des grosses machines agricoles qui passent parfois, mais la grange de 150 ans est en train de tomber. Donc c'est un drôle d'endroit que j'ai aussi meublé d'objets de différentes époques, mais qui donne un effet un peu décalé à cette maison-là. Donc, ma voisine d'en face, elle a meublé sa maison de l'époque de construction. Elle a trouvé tous les meubles qu'elle pouvait trouver, tous les meubles qu'il y a dans cette maison-là, mais ces casseroles, toutes datent du moment de la construction de ma maison. Moi, ça, c'est pas ça que je veux non plus, parce que là, ça en est encore pris, là. On est encore prisonnier. Mon linge représente pas une époque vestimentaire spécifique, là. Puis il y a des gens, bon, je sais pas, je pense à Bernadette Banner, qui est une YouTuber qui parle de vêtements victoriens, qui les fait sur sa machine à coudre victorienne, qui utilise des dentelles victoriennes, mais tout ça, pour moi, c'est encore se restreindre. Alors, ce que je veux, avec mon non-temps, mon non-lieu, c'est que tous les possibles soient ouverts. Ma maison, je l'ai constituée de cette façon-là, avec la machine à écrire qui a 125 ans, des coffres qui ont peut-être 300 ans, il y a toutes sortes d'objets, les crânes que je trouve dans le bas. C'est une maison qui est un peu... j'ai des jeunes nièces qui ont 5 ans, qui ont très très peur d'entrer dans ma maison, mais qui ont aussi une très grande attraction vers ma maison. Elles veulent toujours venir chez moi, mais elles ont toujours peur de rentrer. Puis là, je suis comme, mais non, mais je comprends, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de danger. Par exemple, j'ai des pots de thé, mais j'ai peut-être 50 pots de thé dans la cuisine, puis c'est tous des pots en céramique qui ont différentes formes, puis tout ça. Puis là, ça leur fait peur, parce que là, c'est des potions. Je suis comme, non, c'est pas des potions, c'est du thé. Ouvre-le, sens, tu vas voir, c'est du thé. Mais, puis là, mais je peux les ouvrir, mais là, après ça, c'est un bordel monstre, parce que là, il y a du thé partout, parce que là, ça se renverse, ils sentent tout, ils ouvrent tout, puis dans n'importe quel autre. Mais il y a comme cette espèce de tension dans le lieu, qui est un peu mystérieux, puis qui me ramène dans l'écriture davantage maintenant que j'y ai accès. J'ai des presses à imprimer, il y en a une qui a comme peut-être 125 ans à peu près elle aussi, qui date de 1900, puis j'en ai qui datent des années 70, mais tout ça cohabite tout à fait naturellement avec ma scie que j'ai besoin qui date de 2020. Puis donc il y a comme
le fait de permettre ces chevauchements temporels-là dans mon quotidien fait en sorte que je quitte plus vraiment l'espace de l'écriture. Fait que ça a vraiment changé ma façon de créer parce que, ben, quand je vais me mettre une salopette pour aller m'occuper de mon jardin au lieu d'être en jupe, j'ai pas l'impression d'être moins moi que quand je mets mes robes super spéciales que je porte presque jamais pour aller faire un événement, que je suis moins moi quand je mets mes cotons wattés, puis vous allez me parler, vous allez me croiser, je vais être là. Tout ça, c'est tout le temps, tout ça est tout le temps présent en moi. Avant, c'était plus séparé entre bon, le temps de l'écriture, le temps de la représentation, de venir à la rencontre du lecteur, le temps de faire de l'art plus ou le temps de faire de la photo. Maintenant, cette chose-là, c'est toute la même chose. Puis je crois que c'est la maison beaucoup qui a permis ça, mais que maintenant, ça la transcende. Dans le sens où je suis ici, je me sens encore comme ça, j'ai pas besoin de la maison, mais elle m'a amenée à cet état-là. Puis, tu sais, vous vivez dans ce contexte-là. On se promenait hier dans Limoges. Là. Vous avez une superposition d'époque c'est ça le réel. Là. Vous vous promenez, il y a des trucs médiévaux. Après ça, vous avez le collège qui date de 1800. Vous avez des constructions actuelles. Vous avez des maisons médiévales que le mur de pierre a été enlevé, mais que les poutres ont été conservées puis que c'est une fenêtre. Cette cohabitation-là, elle est probablement beaucoup plus tangible pour vous qu'elle l'est chez moi. Parce que chez nous, des vieilles maisons comme ça, il n'y en a presque plus. C'est des maisons qui n'étaient pas construites pour... C'est une maison en bois, là. La mienne, elle a réussi à tenir parce qu'elle a été très bien construite. Elle a été dans un environnement qui a été protégé des feux. Mais il n'y en a plus beaucoup. Puis, après ça, les quartiers ont été construits, mettons à Montréal, dans des époques spécifiques, puis récentes, globalement. Les vieilles constructions ne sont pas si nombreuses que ça. Vous avez des temporalités extraordinaires qui se superposent, puis que vous habitez tout en même temps, même si vous êtes dans la vôtre. C'est un peu ce que j'essaie de mettre en place avec ma maison. C'est que c'est pas nécessairement contradictoire de se promener dans Limoges, là, puis de se dire, voyons, ça date de telle époque, puis ça, c'est une autre époque. Ça n'a pas rapport ensemble, mais c'est pas vrai. Tout ça fait partie du temps que vous habitez aussi. Là. Non. En fait, je voulais pas. C'est même plus que ça, là, je voulais pas. Parce que mon éditeur me disait, mais tu sais, il y a des choses avec ça, j'étais comme non, je ne vais pas faire des livres qui sont des suites. Puis c'est pas ça que j'ai fait non plus. Mais puis au départ, ça m'apparaissait comme si je continue dans un univers, c'est nécessairement pour faire une suite. Puis ça, je voulais vraiment. Puis tu sais, il n'y a pas un seul de mes livres que faut avoir lu les autres pour le lire. Puis ça, c'était vraiment, vraiment important pour moi. Mais quand je suis arrivée à écrire Le corps des bêtes, le personnage de la mère était tellement proche du personnage de Noé que j'étais comme, ok, soit on va me dire que j'écris tout le temps les mêmes personnages, soit j'en fais le même personnage et j'accepte que c'est le même personnage. C'est finalement vers ça que j'ai penché, mais en même temps, tu sais, c'est intéressant parce que Noé, c'est un personnage, si on prend vraiment les œuvres côte à côte, il y a beaucoup d'incohérences. C'est un personnage qui a certaines actions qui sont constantes d'un livre à l'autre, mais des fois elle parle pas, des fois elle chante pas, des fois... Non. Puis, je me suis dit que c'était pas vraiment grave, vu que c'est pas quelqu'un, c'est plus un état de la fiction, Noé, puis ben, l'état de la fiction change, fait que on comprend, tu sais, le personnage de Noé agit un peu comme le personnage de ma plumeuse, c'est pas le même personnage, puis ça fonctionne pas de la même façon non plus. Mais le personnage de Noé me permet de parler des autres. On sait assez peu qui est cette femme-là. Elle sert généralement de quête aux autres personnages. Dans Os, elle est la quête de Rameau. Dans Le corps des bêtes, c'est celle d'Ozip, puis celle de Mi. Mi voudrait connaître sa mère, Ozip veut la conquérir. Donc, elle sert davantage à venir révéler ces personnages-là. Donc, moi, j'ai beaucoup appris à penser la fiction sur le livre de Vladimir Propp, La morphologie du conte.
Puis dans la morphologie du conte, il y a toutes sortes de personnages. Il y a des personnages, des adjuvants, des opposants, des gens qui vont venir donner la mission, des choses comme ça. Mais en fait, le personnage de Noé rentre vraiment davantage dans la catégorie de l'objet de la quête. Donc, elle est, même dans la structure narrative, très objectifiée. Donc, elle est dans la fiction, dans ce qui lui arrive, mais elle est aussi, moi-même, je m'en sers d'une façon qui la place davantage comme objet de quête que comme agissante sur sa vie. Elle agit sur sa vie parce qu'elle part ou elle reste, mais c'est pas mal la seule action qu'elle fait. C'est de soit se mettre en mouvement, soit s'arrêter. Les autres actions, c'est les autres qui les gèrent, puis c'est comme si ça la concerne pas. Mais ça, tu sais, après ça, sa personnalité change un peu d'un livre à l'autre, puis j'ai décidé que c'était pas très grave. mais j'avais donc pas prévu que ce serait un personnage qui deviendrait récurrent, mais quand j'ai compris que c'était elle qui revenait, puis après ça, je me suis dit, ça va être plus intéressant de faire en sorte que les livres ont des échos entre eux. Puis on le voit assez bien parce que les 100 s'inscrivent pas très bien dans le reste des autres livres. Là, je retourne dans le livre que je suis en train d'écrire, les personnages de cette lignée de Noé-là sont plus là du tout. Donc, je retourne dans un espace qui est plus dans le même univers, mais pas dans le même lignage. La place de la nature est vraiment moins importante aussi dans le livre que je suis en train d'écrire. Puis j'ai l'impression de me rapprocher de les 100, mais c'est pas vrai d'un point de vue structurel. Tu sais, c'est vrai que les os puis les 100 appartiennent à une autre temporalité de mon écriture, donc je retourne pas à cette temporalité-là de l'écriture, mais il reste que le rapport à la sexualité que j'explore est beaucoup plus frontal, comme dans les 100, par rapport à ce que j'ai fait dans Blanc Résine puis dans Le Corps des Bêtes. Tu sais, vous seriez pas non plus probablement à l'aise d'enseigner mon prochain livre en classe. Très souvent. Très souvent. Mais par exemple, un roman, entre le moment où je vais avoir l'idée puis commencer à la creuser, puis le moment où il va être terminé, je dirais pas publié, mais mettons terminé, il va y avoir 3-4 ans peut-être. Donc, mais là-dessus, il va y avoir 1 an et demi, 2 ans de processus d'écriture. Vraiment de, OK, tu sais, comme là, je vais finir ce roman-là. Je vous ai dit, je vais travailler sur l'idée de la mort. J'ai déjà une idée de personnage un peu qui m'habite. Donc, on peut dire que j'ai commencé à penser à ce projet-là. Donc, mon chronomètre de 4 ans est parti. Mais tu sais, c'est un livre qui devrait probablement paraître en 2026, 2025, 2026 environ. À partir dans ce moment où je commence à habiter cette idée-là. Donc, mais là-dedans, il y a peut-être... Il va y avoir un 6 mois de test d'écriture, où je ne serai pas encore en train d'écrire le livre, mais je vais essayer de trouver la voie, je vais essayer de trouver. Puis en général, je ne la trouverai pas, je vais être fâchée, ça va m'énerver, je vais vouloir changer de projet. Puis là, je vous le dis parce que c'est vrai, ça commence à faire plusieurs livres, là. C'est comme ça chaque fois. Sauf pour, tu sais, mettons, pour le Pli la rivière que je viens de publier là, qui est comme la suite de Os. Puis le prochain que je vais écrire, que je sais déjà qu'est-ce que je vais faire, c'est aussi la suite de Os. Donc là, j'ai la voix déjà, je sais un peu plus le ton, donc j'ai pas toute cette phase-là. Mais un livre qui n'est pas un de mes contes, il va y avoir, bon, la conceptualisation des lectures, ça va être quoi l'histoire? Puis là, ça change 45 fois à peu près, que ça va être quoi l'histoire. À un moment donné, je m'arrête sur peut-être 1 ou 2 scènes. C'est pas l'histoire encore, mais les personnages apparaissent plus clairement. Je vais écrire activement ces scènes-là, mais je vais les réécrire, pour trouver quel ton, quelle voix, quelle esthétique je veux donner à ça. Puis, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va déclencher, puis que je vais me dire, mais tu sais, tout ce que j'ai fait avant va m'avoir amené au stade où je vais trouver. Mais je le sais d'avance que tout ce que je vais faire pendant ces 6 mois-là, ça sera pas ça. Mais ça va me permettre de préciser l'idée, de préciser l'univers, de développer l'intrigue, les personnages. Mais là, rendu là, ça va être par l'écriture, vraiment. À un moment donné, je vais trouver la voix. Là, je vais être vraiment excitée d'avoir trouvé la voix. Fait que je vais écrire un grand bout. Puis là, il va se passer comme il s'est passé récemment. Puis j'écrirai plus rien pendant plusieurs mois parce que je vais me mettre à douter, à me dire « Ok, non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne voie, c'est pas un bon projet. » Puis là, va venir un stade qui était celui récemment de « Ok, mais là, il faut que je le fasse. »
parce qu'il faut que je le finisse, je suis tannée d'en parler puis d'y penser. Là, je vais finir par m'y remettre en bougonnant puis en étant pas très de bonne humeur. Puis là, je vais le relire à un moment donné, puis je vais me dire, ben non, ça marche cette affaire-là, c'était une bonne idée, ok, c'est bon, je continue. Là, je vais le finir. Puis vers la fin, dans le travail d'écriture, je vais le détester, mais je vais me dire, il est fini. Fait que je vais le finir comme il faut, là, il existe. Fait que bon débarras, ça me permet de me plonger dans l'autre. Ça fait partie, ce moment de détestation-là, qui est après coup, là, puis qui est comme, ah ben non. Parce que pendant que je l'écris, je suis comme, oh mon Dieu, ça va être mon meilleur livre, c'est la meilleure idée que j'ai eue, c'est tellement extra, c'est tellement mieux que tout ce que j'ai fait avant. Puis là, arrive la fin, puis je suis comme, arc, c'est tellement mauvais, mais il est fini, fait que je vais le publier. Puis je pense que ce que ça permet, cette phase-là, c'est d'arriver à la publication en étant moins investi émotionnellement sur la réception, parce que moi, je suis dans un autre projet qui est donc bien extraordinaire et meilleur que tous les autres. Et donc, je suis plus dans l'espèce d'attente de la réaction. Je suis vraiment... Quand c'est fini, il est fini. Là. J'y pense plus, je l'aime plus, je veux plus entendre parler. Puis après ça, ben là, ça m'a vraiment fait ça avec Blanc Résine. Pendant que je l'écrivais, c'était comme un roman super important. Puis après, il m'intéressait plus, puis j'étais dans d'autres choses, puis ça me tentait plus d'en entendre parler. C'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire que je sais d'où je pars, je sais où je vais arriver, mais je sais pas le chemin que je vais prendre pour y arriver. Comme par exemple avec ma plumeuse qui est morte au début, là c'est un peu particulier parce que je sais qu'il faut que je me rende au stade où elle est morte vu que je remonte l'année. Donc je le sais que c'est ça la finalité, puis je sais aussi que mon objectif avec ça, c'est qu'à peu près tout le monde est plus là-dessus. Donc tout mon roman est construit autour de ça. Mais après ça, pourquoi, quel chemin, pourquoi chacun exactement, ça, au fur et à mesure de l'écriture, ça va apparaître plus concret. En fait, quand j'ai écrit Le corps des bêtes, j'ai écrit avant un roman complet qui s'appelle La Reine de Sèche, qui partait de tous les mêmes principes. Donc, je suis partie du mythe de Salomé pour écrire Le corps des bêtes. Ça partait de ça aussi. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes noms, mais ça ne marchait pas. Puis, il est arrivé un moment, en fait, il était déjà annoncé pour la rentrée littéraire de 2016. Là, on était rendu au mois de mai, puis le livre n'était pas à mon goût. Puis là, mon éditeur m'a dit, là, c'est maintenant, là, si on le sort pour cette date-là. Puis j'ai dit, ben, je ne le publie pas. Je ne veux pas le publier. Heureusement que mon éditeur est une personne patiente, qui m'a dit, ben, OK, mais tu me refais pas ça trop souvent, parce que là, moi, j'ai des gens qui l'ont commandé, là, des libraires qui ont fait la réserve. Je suis comme, OK, mais je peux pas publier ça, je veux pas publier ça. Puis, il l'a accepté, il m'a dit d'accord. J'ai pris un an de plus, mais j'ai recommencé à zéro. Mais à partir quand même de tout le travail de conceptualisation puis d'approfondissement qui avait été fait, j'ai recommencé à zéro, puis j'ai écrit Le corps des bêtes. Donc ça, c'est arrivé cette fois-là. Mais maintenant, je dirais que d'un point de vue littéraire, je sais très très bien qu'est-ce que je veux faire, puis comment je vais le faire. Mais ça, c'est nouveau. C'est vraiment la première fois avec La Plumeuse que là, je le sens, que je sais qu'est-ce que je veux dire, je sais que c'est la bonne façon de le dire, j'ai confiance en mes outils, je sais comment travailler, je sais comment générer les effets que je veux générer chez le lecteur, je sais comment contrôler l'excitation, le malaise, c'est des affaires que je suis rendue capable, que j'ai une très bonne conscience de ça. Puis c'est très intéressant parce que Ma Plumeuse, c'est exactement ça qu'elle fait avec les gens qui viennent la voir. Elle sait exactement quelle posture prendre, quel visage, quelle action faire sur le corps pour générer quel effet. Donc, essentiellement, j'écris exactement ça, mais transposé d'une autre façon. Puis j'ai l'impression, tu sais, mes deux prochains projets, je sais exactement comment je vais les faire. Donc là, c'est juste de m'asseoir puis de les écrire. Puis de trouver comment je vais les dire, comment je vais les écrire. Il y en a un qui s'adresse à des adolescents. Donc ça va être de trouver le bon calibrage qui est adapté à des adolescents. C'est assez amusant, en fait. C'est l'histoire d'une petite fille qui devient pubère puis qui pense qu'elle est une ogresse puis qui se met à imaginer qu'elle mange tout le monde de son pensionnat. Mais ça parle beaucoup d'anxiété, ça parle de la puberté aussi, ça parle de... En fait, elle se raconte tout ça, puis après ça, elle se met à s'imaginer. Oui, mais si moi je me sens comme ça, peut-être que les autres se sentent comme ça, puis ils veulent me manger aussi. Donc, il y a tout ce rapport à la dévoration, mais au désir, mais à la peur du désir de l'autre, puis donc la découverte de ça. Ça va être un exercice
de m'adresser à un lectorat d'un autre âge, mais tu sais, je m'éloigne pas de mon imaginaire, je m'éloigne pas de mon esthétique, mais je la calibre d'une façon qui est moins problématique pour un lectorat de cet âge-là. Mais ça, c'est des choses, maintenant, je sais comment faire. Mais ça a pris 15 ans de travail pour en arriver à ce stade-ci. Puis j'arrive à une partie où je m'amuse vraiment beaucoup plus dans l'écriture qu'avant. C'était fastidieux quand j'ai écrit Le corps des bêtes, Plan résine, puis Pluie de la rivière, c'était difficile. Là, c'est vraiment plutôt amusant. C'est assez drôle. Mais comme je maîtrise bien mes outils, mais je me suis mis à vouloir apprendre d'autres choses. Donc, je fais de l'impression artisanale, je fais de la gravure, je fais d'autres formes pour continuer d'apprendre parce que je suis un petit peu hyperactive de l'apprentissage. Puis, ben, l'écriture, j'ai fini de maîtriser à peu près les outils que j'ai devant moi. Du tout. J'ai aucun contrat d'exclusivité ni aucun deadline. Parce que quand vous avez dit en 2016, mais c'est parce que je lui avais dit. Ah oui, d'accord. Je lui avais dit que mon livre sortirait. Puis il était prêt. Puis il était. J'ai changé d'éditeur aussi. Avec la plumeuse, c'est le premier texte que je travaille avec un nouvel éditeur, qui est l'éditeur de Wajdi, qui est l'éditeur de Nancy Houston, qui est en fait. Qui est un grand éditeur, beaucoup plus âgé quand même que mon éditeur précédent et qui a une expérience de l'édition. Tu sais, dans le fond, Pascal, mon ancien éditeur, il s'est formé à la direction littéraire avec moi. Donc, il n'avait jamais dirigé de texte romanesque avant. C'était un travail qui était très proche du texte. C'est un professeur d'université qui est dans l'analyse textuelle, qui est dans les mots. Donc, c'est pas un écrivain, c'est pas quelqu'un qui avait une pratique non plus ni de direction littéraire, ni d'écriture. Donc, son travail a été très, très utile pour préciser mes phrases, mes sons, ma façon de le raconter. Le travail que je fais avec la plumeuse est beaucoup plus dans d'où naît le texte, le côté vraiment presque ésotérique à la limite de l'écriture, mais psychique, genre d'où ça part, comment ça se fait que ça arrive de cette façon-là, puis surtout comment faire pour retourner à l'endroit d'où naît le texte pour y accéder plus facilement, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'obstacles à la création. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus une expérience de l'écrivain, Pierre, mon éditeur actuel, qui a travaillé avec des gens qui ont construit, tu sais, Michel Tremblay, qui est notre romancier très connu et dramaturge très connu. Pierre, c'est son éditeur depuis le tout début. Donc, il a vu c'est quoi construire une carrière complète, travailler avec des personnages récurrents, comment faire ensemble. Donc, il m'amène des affaires hors du texte, vraiment plus dans la pratique, la construction d'une œuvre littéraire. Fait que, c'est ça, j'apprends d'autres affaires avec ce travail éditorial-là, mais c'est un travail très... Et Pierre sait très bien que s'il me donne un échéancier, ça ne marchera pas. Donc, là, il sait que techniquement, mon livre va être prêt pour l'automne prochain. Mais si en février, je lui dis... En février, il va vraiment finaliser son calendrier éditorial. Donc, à ce moment-là, il va me demander pour vrai, ton livre, es-tu prêt ou il n'est pas prêt? Mais il va être prêt, je le sais déjà. Mais maintenant, je suis capable de le savoir aussi. Donc là, on va le programmer pour l'automne. Mais il n'y a pas d'exclusivité. J'ai fait un collectif qui a été publié chez Alto, qui est une autre maison d'édition. J'ai dirigé le collectif, puis le MEAC ne m'a pas fait un drame à cause de ça. Je pense qu'il y a une question de loyauté de là aussi, d'une certaine façon, dans le sens où c'est beaucoup moins de trouble de gérer juste un éditeur que de genre d'en gérer 15. Déjà, juste de gérer mon éditrice en France puis de gérer le Québec, c'est trop de gestion à mon avis. Fait que j'aime mieux avoir un interlocuteur, un amoureux, on regarde ça simple. Et c'est pas... Mais il y a des gens qui vont publier avec plein d'éditeurs différents. Simon Boulris, qui est un auteur au Québec, je pense qu'il a publié dans 18 maisons d'édition différentes. Mais parce qu'il va aller avoir les avis de tout le monde, puis essayer de travailler avec tout le monde, puis là, il apprend des nouvelles choses à chaque fois, puis c'est vrai qu'on apprend des nouvelles choses à chaque fois, mais moi, c'est trop déconcertant, c'est trop de... C'est ça. Donc, il y a plein de façons de vivre l'expérience éditoriale. Mais un éditeur qui met des deadlines comprend mal c'est quoi écrire, très honnêtement, là. Ça veut dire qu'il peut mettre des deadlines
Comme je veux recevoir mon manuscrit. Là, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de deadline dans la vie. Je fais du mentorat avec différentes personnes, puis il y a une des filles avec qui je fais du mentorat. Elle me dit, mais là, donne-moi une date. Mais je suis comme, je m'en sac à quelle date tu vas m'en mettre ton texte. J'ai besoin d'une date. OK, ben, donne-moi là telle date. Là, j'y avais dit, je veux ton texte vendredi. On est rendu mardi. On est Lundi. lundi. Ouais. On est lundi, je l'ai poursuivi encore. Fait que je suis comme, une chance que tu voulais absolument que je te donne une date. Je l'ai même pas reçue. Mais quand même, l'obligation de publier, c'est pas une stratégie très efficace. Parce que ça va faire en sorte que l'auteur va publier n'importe quoi, plutôt que d'arriver à quelque chose qui le satisfait vraiment. C'est un peu l'enjeu avec le fait de ne pas prendre de poste de professeur. Je me suis dit éventuellement, c'est plus facile de ne pas s'habituer à la stabilité financière que de ça. Parce que tout le monde me disait, mais sois professeur, puis si tu n'aimes pas ça, tu arrêteras. J'étais comme, c'est dur de se priver de 100 000 $ par année quand tu as été habitué à l'avoir. Quand tu ne l'as jamais, c'est plus facile. J'ai fait beaucoup de choix stratégiques. Ma maison, tu sais, j'ai quitté Montréal pour aller en campagne, en partie pour me permettre de vivre plus sereinement de ma plume. C'est-à-dire que mon loyer actuel est moins cher que... Tu sais, il y a toutes sortes d'autres coûts associés que je n'avais pas vraiment pensé. Mais il reste que ça me coûte peut-être le tiers de moins de vivre en campagne que de vivre en ville. Donc déjà, j'ai fait ce choix-là pour ça, pour avoir moins de stress. Mais sinon, c'est vraiment une construction financière et une tolérance à la précarité. C'est-à-dire que déjà, je donne des charges de cours ponctuellement. C'est pas, ça me paye pas une saison, mais ça me paye quand même un peu pour stabiliser une partie de mes revenus. C'est sûr que c'est pas les ventes de droits d'auteur qui me permettent de vivre. Ça, c'est, je veux dire, des bonnes années, ça donne 5-6 000 $ dans mon année. Je peux absolument pas. Tu sais, c'est pas suffisant pour vivre. Mais, ben, il y a des rencontres, il y a des conférences, il y a des événements. Ça, quand même, ça fait un ajout intéressant. Après ça, il y a le fait que je fais du mentorat, je donne des cours privés. Donc ça, c'est aussi une façon de venir stabiliser mes revenus. Les charges de cours s'additionnent. Puis au Québec, il y a des bourses, il y a des subventions pour la création qu'il faut à chaque fois redemander, qu'on se fait refuser, qu'on se dit « Oh my God, comment je vais faire cette année? » Parce que là, tu sais, comme c'est ça qui m'est arrivé cet automne, je n'ai pas eu la bourse que j'espérais avoir. C'est de se dire « OK. » Puis tu sais, il y a beaucoup de gens... Moi, je suis comme une... j'ai pas de grands doutes en moi-même, mais j'ai pas non plus une vision très magnifiée de moi-même. C'est très, très pragmatique, mon rapport à moi. Et donc, je sais pragmatiquement que je devrais obtenir au moins une bourse sur 2 que je demande à cause du type de profil que j'ai, puis du fait que je me démène quand je fais mes demandes de bourse pour qu'elles soient excellentes. Je travaille des semaines et des semaines dessus. Là, je ne l'ai pas eu. Je sais exactement pourquoi je ne l'ai pas eu. J'ai un peu tenté ma chance. J'ai demandé plus que le montant de la chance. Puis je suis sûre que c'est à cause de ça que je ne l'ai pas eu. Puis c'est correct que je ne l'ai pas eu. Je l'ai réajusté, je l'ai refait. J'avais aussi avancé le projet, donc j'ai pu mettre de l'avant que le projet était mieux élaboré, puis tout ça. Donc là, je vais avoir une réponse pour cette bourse-là en février. Si je l'ai, je suis tranquille pour 2 ans. Donc là, c'est un peu la stratégie, puis en diversifiant ma pratique, en allant vers les arts visuels aussi, mais je peux essayer d'aller chercher des fonds en arts visuels éventuellement. Je ne suis pas encore à ce stade-là, mais à partir du moment où je vais avoir eu 1 ou 2 expositions, particulièrement des expositions solo, mon dossier devient intéressant dans cette discipline-là aussi. Puis le bout qui est compliqué, mais que là, je commence à réussir à faire en sorte, c'est si j'ai 2 bourses, parce que là, j'ai demandé une bourse pour un livre d'artiste, admettons que je l'ai, je suis tranquille pour 2 ans. Mais je vais demander une autre bourse pendant cette période-là. Et la fonction, c'est de ne pas les dépenser les 2. C'est de se dire, OK, mais ça me laisse une zone tampon pour, quand mon projet va être fini, d'en redemander une autre. Donc, il y a comme éventuellement une sorte de gestion financière, une compréhension des coûts de ma vie et de mes ressources pour constamment l'équilibrer puis m'assurer d'avoir idéalement toujours 6 mois d'avance. Dans le fond, là, mon plan, c'est que quand
il me reste un montant pour vivre 6 mois. Dans ma tête, c'est comme s'il me restait 0. Ouais. Fait qu'il faut que je retrouve des sources d'entrée d'argent pour pas être à 0, mais mon 0, c'est plus 6. Fait que ça me permet, ça a pris du temps. Le parcours académique, j'ai eu des bourses d'études qui ont permis d'enclencher un peu ce mécanisme-là. J'ai fait beaucoup de niaiseries, Là, tu sais, par exemple, je suis vraiment arrivée à 0 à l'automne parce que j'ai installé tous mes ateliers d'impression. Fait que là, c'est comme, OK, là, j'ai vraiment pu... je fais quoi? Mais là, j'ai constitué mon horaire de cours, puis finalement, j'ai obtenu une résidence. J'ai appris juste avant de partir en voyage d'écrivaine en résidence à McGill pour l'hiver. Mais là, avec ces 2 affaires-là, je peux toffer jusqu'en août. Fait que là, si je peux avoir ma bourse après, là, je vais être correcte pour plusieurs années, puis je vais être calme, puis tout est installé, donc j'aurai plus le même taux de dépenses non plus. Fait que c'est vraiment très pragmatique, là, la réponse que je donne, mais c'est une construction financière, une tolérance à la précarité, un pragmatisme aussi. Moi, si j'avais pas eu la bourse de McGill, le poste d'écrivain en résidence à McGill, puis qu'il avait fallu que j'aie un emploi alimentaire, ça me dérange pas d'aller travailler dans une quincaillerie, puis de parler aux gens, puis d'être, je me dis pas, oh mon Dieu, c'est dégradant, j'ai pas du tout un rapport hiérarchique aux emplois ou ce genre de choses-là. Donc, aller travailler dans une quincaillerie, je vais apprendre plein d'affaires très pratico-pratiques et manuelles qui vont me servir pour ma maison. Ça me demandera pas de cerveau tant que ça tu sais, faire de la comptabilité toute une journée ou du secrétariat, mettons, tu es devant un ordinateur, ça marchera pas pour moi parce que je pourrais plus écrire après. Mais si j'ai été debout à classer des pots de peinture pendant toute une journée, ben revenir à la maison puis écrire, c'est encore possible. Donc, je me dis, j'ai toujours ces portes-là d'ouvertes, puis qui me gêneraient pas, je préfère pouvoir juste me consacrer à ma création. Puis ça m'est jamais arrivé de ne pas pouvoir. Mais je me dis, si un jour je peux pas, d'autres ressources. Mais je suis quand même bonne pour générer de l'argent à un moment donné. Tu sais, j'ai plus de possibilités, ben je vais trouver quelque chose. Je donne des cours chez nous, je vais louer ma maison, tu sais, je vais m'arranger. Mais partir d'un poste de prof, quand on l'aurait eu, j'aurais pas été capable de me passer là, cette stabilité-là. Fait que je préfère m'en passer là. Puis si un jour je suis vraiment tannée, ben là je postulerai puis j'essaierai d'en aller faire. McGill, c'est l'université de Montréal peut-être la plus prestigieuse, hein, sans doute. Oui, mais c'est surtout qu'ils ont un extraordinaire programme d'écrivain en résidence qui est un montant, une charge de cours au Québec, c'est payé à peu près 7-8 000 $. Là, à McGill, c'est 20 000 $ pour l'hiver, puis il y a juste une charge de cours à donner, plus une présence comme ce que je fais là avec les étudiants, mais j'adore ça, parce que ça me demande pas, c'est pas quelque chose que je suis comme, ça va me demander beaucoup d'énergie, j'aime ça. Donc, puis je me sens comme compétente et utile quand je le fais, fait que c'est vraiment génial, là, ça va me laisser le temps d'avoir la réponse pour la bourse, puis de voir venir sinon un peu mieux. Fait que c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Mais là, j'aimerais vraiment arriver à un stade où c'est plus ça. J'aimerais réussir à équilibrer mes dépenses pour que les bourses durent plus longtemps que leur durée. La chose que j'ai retenue le plus, puis qui est centrale quand j'enseigne aussi à l'université, c'est que les ateliers de création, on est appelés à lire les textes des autres puis à les commenter en groupe, sont les plus utiles. Puis, comme étudiante, mais ça vient aussi, encore une fois, j'ai un caractère qui peut recevoir des commentaires sur un texte pour moi, c'est recevoir des commentaires sur le texte. C'est pas recevoir des commentaires sur ma personne. Donc, c'était vraiment plus facile pour moi d'être dans ces rencontres-là, parce que les gens me disent des affaires sur le texte, puis, tu sais, mettons, quand Chloé, mon éditrice, elle questionne ma formule, là, elle n'est pas en train de questionner mon identité. Je m'obstine en ce moment parce que ça sert à quelque chose, ma formule, puis elle l'a pas vu la fin encore, donc elle peut pas l'appréhender, fait qu'il faut que je lui explique. Mais j'ai pas l'impression qu'elle me questionne, moi, sur qui je suis, sur comment je... Donc, pour moi, les ateliers de création étaient extraordinaires parce que quand je commente les textes aussi, je suis pas en train de commenter les gens, je suis en train de commenter le texte qui est devant moi. Et ça, c'est extra formateur. À la limite,
commenter les textes des autres était plus formateur que de recevoir les commentaires sur mes propres textes. Parce que, en fait, j'ai remarqué, et en faisant l'exercice moi-même et en enseignant après, qu'on a vraiment tendance à remarquer les choses qu'on fait dans les textes des autres. C'est-à-dire que les choses qui nous énervent le plus chez les autres, c'est souvent les éléments qu'on a dans notre propre pratique. Donc, c'est assez drôle parce que des fois, maintenant, moi, je pognais les nerfs sur certaines figures de style là, que les autres faisaient. Là, oh mon Dieu, ça m'horripilait le plus. J'essayais de le dire calmement puis de le faire remarquer. Je soulignais toutes les occurrences. Puis là, j'arrivais devant mes textes, j'étais comme oh my God, je le fais encore plus. Donc, cette espèce de prise de conscience-là par le biais des textes des autres a été très, 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 très important dans ma capacité à me relire, en fait, puis à remarquer dans mes textes les choses qui ne fonctionnent pas ou qui m'agaçaient. Puis mais il y a quelques fois des professeurs qui ont été très maladroits dans la façon d'instaurer une ambiance de confiance dans les cours. Mais moi, dans les cours que j'ai enseignés, puis dans les cours qui m'ont le plus marqué, c'était très collégial. C'était collégial, mais c'était pas hypocrite. C'était pas oh mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. C'est OK, tu sais, moi, quand je demande aux gens de commenter, je leur dis toujours commencer par dire 2 ou 3 choses qui marchent, puis pas genre ah, c'était vraiment bon. J'ai aimé la façon dont ton personnage a progressé de telle manière. Ça, c'est un commentaire constructif positif. Après ça, arrive avec tes commentaires qui sont plus négatifs, mais mets-les en contexte aussi, dis pas, mais là, ça marche pas du tout. OK, ça marche pas du tout, mais ça m'aide pas, moi, à réécrire si tu me dis ça marche pas du tout. C'est, qu'est-ce que tu as l'impression qui marche pas? Puis, il y a aussi qu'il faut accepter que la pensée du texte se construit dans la conversation aussi. La personne qui est en train de commenter le texte, à travers la discussion qu'elle a, elle va aussi clarifier sa pensée. Donc, si on est dans un mode réactif ou qu'on se braque ou tout ça, il n'y a aucune possibilité que l'autre... C'est comme, OK, je comprends que tu comprends pas, mais je comprends pas ce que tu comprends pas. J'ai eu cette conversation-là avec mon éditrice. On revient à l'histoire de la prostituée. Et à un moment donné, il y a une phrase où c'est écrit, bon, il y a un homme, il est détendu par mes soins. C'est ça la phrase. Elle me dit, je comprends pas. J'étais comme... Là, je comprends pas ce que tu comprends pas. Elle dit, je comprends pas ce qui se passe. Mais je suis comme, là, c'est une prostituée, il est détendu par ses soins. Est-ce qu'il faut vraiment que j'explique qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah, mais j'avais pas compris que c'était une prostituée. J'étais comme, mais là, ça va pas. Ça va pas qu'elle ait pas compris ça, parce que ça se passe relativement au début. Ça veut dire qu'il y a nulle part que c'est écrit assez clairement que c'est ça qui se passe pour qu'elle comprenne. Ça veut dire que moi, je sais que c'est une prostituée dans ma tête, mais dans le texte, c'est pas encore assez clair. Mais je dis, je peux pas mettre plus précis que détendu par mes soins à ce moment-là, mais ça se pourrait qu'il y ait comme une clarification antérieure à faire. Mais là, c'est dans la conversation qu'on va comprendre. Ça me dit juste, je comprends pas, puis que moi, je suis comme, ouais, mais là, c'est clair. On n'aurait pas réussi à se rendre au point où c'est pas clair. Donc, la conversation génère la clarification et pour l'une et pour l'autre. Fait qu'elle, elle me dit, au départ, il faut que tu changes ça. Je suis comme, ben non, je vais pas changer ça. Puis c'est vrai que je vais pas changer ça finalement, parce que ce que j'ai à changer, il est avant. Donc, ce travail-là implique une ouverture des deux côtés. Des fois, beaucoup d'obstinage aussi. Il y a des affaires que je suis catégorique. Non, je ne mettrai pas de majuscules et de points dans ce texte-là. En tout cas, en ce moment, il n'apparaît pas pour moi. Je ne peux pas l'écrire de même, il n'existe pas. Il ne surgit pas si je le ponctue. Je ne sais pas quoi te dire, ça apparaît pas. Je comprends que toi, ton travail, c'est de penser au lecteur, mais là, on pense, s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de lecteur. Fait qu'il faut que le texte arrive. Mais des choses comme ça, là, il faut que ça soit clair que c'est une prostituée. Si le lecteur n'a pas compris ça, on est mal pris, là. Donc, quand on est dans un processus d'atelier de création, c'est un peu cette chose-là qui arrive souvent. Puis des fois, la solution, elle n'apparaît même pas dans le cours. C'est comme, OK, bon, là, telle personne m'a dit qu'elle comprenait pas, telle personne m'a dit qu'elle comprenait pas, puis telle autre personne m'a dit qu'elle comprenait pas. Pour moi, c'est clair. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, là. S'il y a 3 personnes qui m'ont dit qu'ils comprennent pas,
Peut-être que les solutions qu'ils me proposent sont vraiment pas les bonnes, mais il faut quand même que je trouve une solution pour cette chose-là. Donc, c'est un constant calibrage. Et pour moi, en tout cas, écrire, c'est le point entre laisser le travail au lecteur, puis m'assurer qu'il est capable de me suivre. C'est toujours un peu cette espèce de zone de tension-là, de garder le texte le plus ouvert possible, parce que je veux vraiment que chacun puisse se l'approprier comme il veut, mais permettre aussi qu'il y ait suffisamment de repères pour être capable de lire. Non, je me relis pas, mais c'est très drôle parce que puis des fois, il faut lire des extraits, puis là, je prends le livre, puis je lis les sur hasard, mais je me dis pas « Ah, je vais relire pour essayer de trouver le bon extrait. » Une fois que c'est fini, c'est fini. Et c'est de même pour tout dans ma vie. Là. Quand c'est fini, j'ai rendu d'autres choses. On est ailleurs. Là, je suis entièrement dans l'écriture du livre que je suis en train de faire. Quand il va être fini, il va être fini. Ça va être... J'y penserai plus, il m'intéressera plus. Je vais en parler médiatiquement, mais je vais être en train de penser à l'autre. Tu sais, comme là, techniquement, je serais censée vous parler de l'enrésine, mais je suis en train de vous parler de l'autre projet tout le temps parce que c'est lui qui m'habite. Mais quand il va être fini, il ne m'habitera plus. Ça va être résolu. Je serais sûrement mortifiée, en fait, si je m'en disais. Des fois, quand je fais des lectures publiques ou des choses comme ça, là, je relis un peu pour trouver des extraits, puis je me souviens plus d'avoir écrit ça. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est comme si je l'avais écrit en dormant. Je suis hyper anxieuse dans la vie, mais je suis pas anxieuse... L'anxiété est très physique. C'est vraiment particulier parce que je suis pas quelqu'un qui doute. Je suis pas quelqu'un qui est... qui craint l'avenir. Tu sais, j'ai un rapport, mettons, pragmatique à mes finances. Je me dis pas, oh mon Dieu, je viens me retrouver dans la rue. Je suis comme, ok, il va falloir que je trouve une solution. Fait que j'ai pas de construction anxieuse, mais par exemple, puis j'étais pas stressée du tout de venir vous voir, vous parler, mais je vais être super fatiguée dans les 2 prochains jours, c'est sûr et certain. Mais j'ai pas vécu de stress à venir, j'ai pas anticipé de venir vous voir, je sais pas. Jean-Michel était beaucoup plus inquiet que moi de l'organisation de tout ça. Mais moi, je l'ai pas, vraiment. Je me sens pas stressée en ce moment, je suis pas gênée, mais je le sais, là, tu sais, je commence à être malade, puis je sais que je vais être malade les prochains jours, c'est sûr et certain. Mais c'est donc un stress que c'est dissocié. Mon corps le porte et le gère, mais mon cerveau le vit peu. Donc, je vis pas. Puis quand un livre sort, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, j'écrivais avant, quand j'ai commencé à être publiée, quand Os a été publié, j'avais déjà écrit 2 autres romans avant, qui n'étaient pas publiés, qui n'étaient pas publiables, mais que j'ai consacré des années à écrire. Puis je me suis dit, mais j'écris de tout temps, et j'écrirai peu importe, là, que je sois publiée ou pas, moi j'écris même. J'ai toujours écrit, c'est quelque chose qui me fait du bien, dont j'ai besoin. À partir du moment où le livre est publié, en fait, à partir du moment où le livre a une bourse puis me permet de vivre pendant 2 ans avant pour l'écrire, puis qu'après ça, il est publié, mais moi, là, le livre, il a rempli au-delà de ses fonctions dans ma vie personnelle. Dans le sens où il m'a fait vivre, ce qui est assez extraordinaire, parce que tous les livres que j'ai écrits, celui que je suis en train de faire, tout ça, j'ai des bourses pour les écrire. Là. Donc, ça veut dire que j'ai été payée pour les faire. Donc, quand bien même ils vendraient 3 copies après, j'ai été payée 25 000 ou 50 000 pour les écrire. Moi, ils ont été rentables dans ma vie financière. Je les aurais écrits de toute façon. Donc, c'est super, c'est génial, ils sont publiés. Ils me permettent de voyager au-delà de mes attentes. Il y a des gens qui les lisent, qui font des critiques au-delà de mes attentes. Donc, ce que ça fait, c'est que je suis pas dans l'attente de prix, je suis pas dans l'attente de reconnaissance, parce que moi, je sais déjà que je les écrirais de toute façon. Il y aurait personne qui les lirait, je les écrirais de toute façon. Donc, ça rend le processus de publication, le processus de reconnaissance par les pairs, beaucoup moins anxiogène. Parce que, je veux dire, il faut que je me le rappelle. Maintenant que j'ai une carrière, maintenant que j'ai été en nomination pour des prix, maintenant que j'ai des attentes médiatiques d'une certaine façon, il faut que je me souvienne à chaque fois, puis que je me le redise, non mais attends, tu le ferais anyway. Mais c'est ma perspective pour un peu tous mes projets d'art, là, je les fais pour moi. Là. S'ils sont exposés après, c'est super, c'est vraiment génial. Mais moi, il faut que je le fasse. De toute façon, il faut que je s'occupe mes mains à quelque chose. Tu sais, je veux dire, il faut que je vive en faisant quelque chose. Là. Je ne vais pas regarder le plafond jusqu'à ma mort. Fait que, ben, écoute, j'aime ça, faire du bricolage, ça me relaxe.
mon Dieu, si ce bricolage-là peut sortir après ça, puis être exposé ou circuler ou amener des conversations, mais c'est des étapes de plus. Mais dans ma vie, il a déjà rempli sa fonction. Donc, ça aide beaucoup à concentrer l'anxiété ou le stress ou tout ça. Je suis hyper sensible. Donc, je suis très réactive aux émotions des autres et tout ça. Fait que ça génère de l'anxiété au quotidien. Parce que j'ai un cerveau très rapide, je pense très vite. Puis il est toujours dans l'analyse de toutes les éventualités, mais pas dans une analyse de toutes les éventualités dans le sens où va être la catastrophe. Mais mettons, je prépare un souper, un dîner pour vous. Je suis en train de préparer le dîner. Mon cerveau va se dire, OK, je pourrais le faire de telle façon, laquelle est la plus efficace. Mais là, c'est toujours en train d'être dans ce stress-là. Ça, c'est épuisant. Mon anxiété est vraiment plus dans l'analyse de toutes les éventualités, dans une sorte d'efficacité. Qu'est-ce qui va être le plus efficace? Ça, c'est épuisant. C'est des enjeux d'anxiété, mais ce n'est pas des enjeux d'anxiété, de peur ou d'inquiétude. C'est plus comme, oh mon Dieu, calme-toi. Genre, c'est vraiment plus ça. Fait que quand vient le temps de la publication de ce genre de choses-là, c'est fini pour moi, le projet. Fait que mon cerveau est dans toutes les éventualités de mon prochain roman. Il n'est pas dans les éventualités qui concernent celui-là, qui est réglé, qui est fini. J'ai réalisé certaines choses dans mon enseignement des dernières années, dans les cours privés. Je donne beaucoup de cours d'une fin de semaine, en fait, qui sont 4 blocs de 3 heures. Puis dans ces blocs de 3 heures-là, il y a toujours une partie où on discute à peu près pendant 1 heure, je transmets de la matière. C'est toujours, mettons, la fin de semaine va être sur la façon d'écrire les lieux. C'est une formation qui s'appelle le pays personnage que je donne. Donc, comment faire en sorte que le lieu devienne pratiquement un personnage. Mais là, les 3 rencontres, il y a comme 1 heure et demie de contenu. Puis après ça, il y a 50 minutes où j'envoie les gens écrire. C'est à distance, donc ils sont chez eux, ils prennent 50 minutes pour écrire, avec des contraintes. Puis on revient, puis on en discute, puis je close ça avec d'autres pistes. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, quand ils ont un minuteur, puis qu'ils savent qu'ils doivent écrire en 50 minutes à partir de choses qui ont spécifiques, ils se permettent des audaces qu'ils ne se permettraient pas sinon. Donc ça, c'est une astuce que vous pouvez vraiment utiliser, c'est-à-dire faire de l'écriture qui est presque automatique. Vous mettre un timer, vous dire là, tout est fermé, pendant 50 minutes, j'écris, puis ce que j'ai au bout des 50 minutes, c'est un matériau. Mais ça, vous pourriez même faire ça en groupe, là. Vous rassemblez 3-4, vous donnez un thème. L'autre chose que je leur recommande, c'est de se faire non pas un pot avec des idées, mais 2 ou 3 pots différents. Donc, vous écrivez des mots-clés. Vous pourriez écrire des contraintes, situation initiale, première personne singulier, présent, l'indicatif. Bon, mais vous séparez vos pots puis vous pigez plus qu'une chose. Parce que juste un élément, ça peut être pas une assez grande contrainte pour ça. C'est vraiment pour débloquer l'écriture, là. Mais en faisant ça, puis par exemple, mettons, vous êtes soit tous ensemble, soit 3-4 ensemble, vous pigez ensemble les 3 mêmes éléments, vous mettez un timer de 50 minutes, puis vous revenez en groupe, puis vous parlez de ce que vous avez fait. Vous allez probablement vous rendre compte que vous essayez des choses que vous ne feriez pas dans votre pratique normale, puis qui vont peut-être être vraiment pas bonnes, là, mais peut-être débloquer des pistes, des solutions, des idées qui vont vous amener à OK, mais je jette tout, mais je garde cette phrase-là. Ou je retiens ces 3-4 mots-clés-là parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça débloque vers une idée, mais ça ne veut pas dire que ce qui est là va être transcendant. Mais ça va peut-être vous amener à ouvrir des pistes que vous n'avez pas vues. Ça, c'est une des choses que vous pouvez vraiment faire qui peut bien fonctionner. Une autre chose, c'est sûr que de tenir un carnet d'observation, de noter ce que vous voyez, ce que vous observez, mais aussi des fois, d'apprendre à ressentir, à emprunter la perspective d'autre chose. Puis tu sais, la perspective d'autre chose, c'est cette table-là, là, elle voit des étudiants passer. Là. Si cette table-là pensait, elle en aurait des choses à raconter. Puis elle aurait des choses à raconter depuis son point de vue de table. Ça veut dire que c'est particulier, un point de vue de table. Là. Ça n'existe pas en soi, mais on est capable d'essayer d'imaginer la perspective de cette table-là. Mais ça, c'est des choses qui peuvent vous entraîner à avoir à quitter le rationnel et l'écriture des idées pour arriver à une écriture qui est
un peu différentes, après ça, vous ne ferez pas un roman de l'histoire de la table, probablement, là. Mais d'exercer votre sensibilité à, OK, un arbre, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Les racines entre elles communiquent, elles sont toutes en... Probablement que la ville au complet a son système racinaire interconnecté, là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le temps d'un arbre? C'est quoi les saisons dans un arbre? C'est quoi... Donc, ça peut être pour n'importe quoi. Là, je vois un lampadaire là-bas. Le lampadaire, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a les gens qui passent en dessous, mais il n'y a pas juste les gens, là. Il y a les animaux, il y a les lumières, il y a les insectes, il y a l'eau qui coule, il y a quand il pleut, il y a quand il fait ça. Il y a plein d'affaires. Donc, c'est de se dire, chaque chose a sa complexité, puis je peux emprunter ce regard-là. Tous les regards, vous y avez accès là, par l'écriture. C'est extraordinaire. Là. Il n'y a pas d'autre chose. Le cinéma, on ne fera pas un film sur comme la perception d'un lampadaire. On va filmer un lampadaire, mais on ne pourra pas faire la perception d'un lampadaire. On peut la créer, Oui, faire des effets. Mais oui, mais ça va être un travail visuel, ça va être un travail, puis ça va être... Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui racontons l'histoire de quelqu'un d'autre en croyant qu'on fait une Oui, c'est ça. Alors qu'en écriture, on peut vraiment se faire l'exercice d'essayer d'emprunter toutes les perspectives. Ça peut être une autre activité que vous faites, qui va vous amener à... Mais ça rend le monde compliqué, là, parce que chaque chose raconte 8000 affaires. Mais ça rend le monde intéressant aussi. Donc, vous pouvez emprunter ces regards-là. Ce seraient 2 propositions que je vous ferais. Ben, c'est sûr que, par exemple, avec ma plumeuse puis toutes les voix, il y a un travail du cœur théâtral qui m'intéresse vraiment beaucoup, puis que j'exclus pas de mener éventuellement ou de co-mener avec quelqu'un d'autre qui s'intéresserait à cette question-là. Ça, c'est vraiment le premier livre qui, à mon sens, a une dimension théâtrale qui est particulièrement intéressante. C'est sûr que d'un point de vue télévisuel, je pense que les Espagnols, d'ailleurs, je ne sais pas du tout où en est ce projet-là, mais les Espagnols sont en train de faire une adaptation de Les 100 en télésérie. Techniquement, je ne sais pas où ça en est. Puis ça, c'est une autre chose, je ne suis pas du tout... mes projets après ça, je veux dire, je sais que les Espagnols travaillent là-dessus, mais c'est pas mal tout ce que je sais. Puis je ressens pas l'urgence de contrôler ce qui va être fait ou de... que les gens se l'approprient. Je travaille très fort à rendre les œuvres aussi ouvertes que possible pour que chacun puisse les approprier, mais qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que c'est des choses qui feraient des séries intéressantes, mais c'est des projets qui seraient très, très, très onéreux à cause de l'imaginaire qui est mis en place et peu attractif aux spectateurs qui, normalement, vont vers des séries de l'imaginaire, tout ça. Donc, c'est compliqué. C'est pas mon travail à moi de faire du cinéma ou de la télé. Donc, je vais pas... Puis écrire pour le cinéma et la télé, c'est extraordinairement contraignant. Et ça revient... Il y a tellement de gens qui ont des considérations budgétaires, puis là, oh, mais là, il y a trop de personnages, oh, mais là, il faudrait changer. Moi, ça m'intéresse absolument pas d'être dans cette espèce de lutte. Oui, mais là, ce personnage-là est vraiment important. Moi, avec mon éditrice, je peux lui dire non, mais cette forme-là est vraiment importante, mais au cinéma, si disons on n'a pas le budget, ben je peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Donc, ça m'intéresse pas la lutte que ça représente, mais s'il y a des gens qui veulent le faire, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, Les 100 est adapté en pièces de théâtre par 3 personnes différentes qui ont fait des adaptations complètement différentes. Puis qui étaient toutes intéressantes, qui présentaient des aspects vraiment différents de l'œuvre, mais qui étaient toutes intéressantes. Mais j'ai pas de grands projets. Cela dit, mon imaginaire, je veux dire, ma maison est à la limite une adaptation de mes livres, que mes œuvres en art visuel le sont. Là, j'ai commencé à travailler, c'est extraordinaire, avec l'intelligence artificielle un petit peu pour générer différentes affaires, différentes images. Puis là, je suis en train de me rendre compte, parce que je faisais juste des générations de dentelles pour faire de la gravure. Mais là, je me suis dit, oh my God, les robes que j'essaye d'écrire dans mon livre, l'intelligence artificielle pourrait me faire, parce que c'est des robes qui se peuvent pas. Essentiellement, le concept, c'est que c'est des robes magiques, donc ils se peuvent pas. Mais je suis comme, l'intelligence artificielle va m'inventer des robes phénoménales. Fait que là, j'ai commencé un petit peu en voyage à travailler là-dessus, mais en même temps, ça me contrarie. Je veux pas juste
avoir un dessin d'ordi. Si l'ordi ne pourra pas, je veux la faire, la robe, après. Donc, j'exclus pas éventuellement d'essayer de les coudre, mais je suis pas une assez bonne couturière pour faire de la haute couture comme ce que ça implique, ça. Fait que, est-ce que ce serait des robes ou plutôt des robes qui font à quelqu'un que je peux porter, ou est-ce que je vais plutôt faire des robes d'expo qui servent à être exposées puis qui ont des structures moins compliquées à créer pour que ça tombe, que ça fit, que ça soit... Je veux dire, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de... L'univers s'auto-génère éventuellement quand même beaucoup, mais qu'est-ce que ça va donner spécifiquement, je ne le sais pas encore. Mais ça me fait plaisir si en tout cas, j'ai été ravie de discuter avec vous, si j'aime de façon informelle. Là, vous devez être fatigué aussi, c'était beaucoup d'attention, mais je suis vraiment contente d'avoir eu ce temps avec vous. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. Un grand merci à Audrey Villemy pour le temps qu'elle a consacré à répondre à nos questions et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fabligne.